Alors, maintenant, on va passer au fil rouge, hein, à la dernière grosse biographie de cette émission. Petro Poroshenko, le fameux président de l'après-Maïdan, le président qui a fait que l'Ukraine est devenue comment dirais-je, à un tel point russophobe. Pour moi, c'est sous Poroshenko, de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'il faut parler de lui, parce que c'est pas n'importe qui. Là, c'est un oligarque, un oligarque à un poste de président. C'est le premier oligarque ukrainien qui prend un poste présidentiel. C'est-à-dire qu'avant, les oligarques, comme on vous l'a dit, sont des députés, pour certains des ministres, mais voilà. Mais en général, de base, ce sont des députés ou des gouverneurs de région. Parce qu'ils préfèrent plutôt ne pas avoir de responsabilité à la présidentielle et garder un petit peu le nez sur leurs affaires. Là, Petro Poroshenko, c'est un oligarque des milieux d'affaires, mais qui prend un poste de président. Ça s'est jamais vu, ça. Et même dans l'histoire, hein, même dans l'histoire mondiale, ça s'est rarement vu qu'un milliardaire, oligarque, je dis bien oligarque, hein, c'est pas le cas de Trump, par exemple, qui lui est un milliardaire, mais n'est pas un oligarque, eh bien, atteint en fait un niveau présidentiel. Donc, alors, juste regardez l'image derrière. Moi, je vous appelle vraiment à méditer quand même sur ça parce que moi, à chaque fois, ça m'étonne en fait qu'on ne clique pas là-dessus. Regardez bien la couleur des drapeaux européens et la couleur du drapeau ukrainien. Faites-vous votre propre avis sur la question et vous comprendrez quand même que ça paraît évident, la ressemblance. Ouais, et puis enfin, au-delà de ça, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Je comprends pas pourquoi ils posent comme ça devant des drapeaux de l'Union européenne, si ce n'est une provocation envers leurs amis russes, quoi. Mais c'est ça. Et c'est ça. Ça n'a été que ça, en fait, des provocations anti-russes sans cesse pour montrer à la Russie que quoi qu'il en coûte, surtout quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ils seront membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Parce que forcément, vous êtes de l'Union européenne, donc Ça va forcément, ensemble. vous allez entrer dans l'OTAN. Voilà. D'ailleurs, tous les nouveaux membres de l'Union européenne, le, le, les nouveaux pays qui sont entrés récemment dans l'Union européenne devaient montrer patte blanche en rentrant dans l'OTAN d'abord. C'était un prérequis. Tout à fait. Donc, dans les positionnements politiques, gouvernementaux, dans la manière de faire révérence aux États-Unis, ouais, ouais, mais ça, c'est une évidence. C'est le couple magique, hein. Alors, Petro Poroshenko, qui est-il? Il est né le 26 septembre 1965. C'est un homme d'affaires, un homme d'État ukrainien. Et il a eu une fonction présidentielle du 7 juin 2014. Donc là, on est dans l'après-Maïdan. Tout de suite après, il y a Netsouk. Et jusqu'au 20 mai 2019, où, vous savez très bien, c'est maintenant le président transsexuel et joueur de piano avec son sexe, en l'occurrence M. Zelensky, l'amoureux des tranchées, et en même temps l'acteur, un acteur comme on n'en a jamais vu, qui est maintenant président de l'Ukraine. Ça vous donne vraiment l'indice de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, quoi. Quand on a des présidents pareils, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. C'est comme si tu me disais que Macron, avant qu'il soit président, quand il était à la Banque Rothschild, on le voyait dans des spectacles en train de faire du piano, tu vois, les mains levées en l'air, et faire le fanfaron, ou voire même tourner des clips avec des talons aiguilles. Alors, il l'a fait, il a invité des transsexuels à l'Élysée faire la fiesta pour la fête de la musique, mais lui, il s'est jamais, enfin, il s'est jamais, comment dire, il s'est jamais produit comme ça sur scène. Mais là, carrément, Zelensky, c'est le cas. Enfin, on reviendra sur Zelensky tout à l'heure. Parce que c'est quand même incroyable. Je ne comprends pas comment le peuple français ne peut pas tilter devant cette réalité, quoi. Bon, en l'occurrence, quand on voit l'état du peuple français, ça, c'est un autre débat. Euh, donc, revenons sur Monsieur Poroshenko. C'est un ingénieur alors, c'est un ingénieur de formation, mais qui a fait également les diplômes d'économie à la faculté de relations internationales du droit à Kiev. Et là, tout de suite, pendant ses études, il va se lier d'amitié à un certain Mikhail Saakashvili. Vous vous rappelez, on vous l'a montré tout à l'heure. Saakashvili qui était membre de l'Atlantic Council. Mikhail Saakashvili qui avait affronté la Russie de Poutine en 2008. Et Mikhail Saakashvili, le grand ami, très grand ami de Raphaël Glucksmann. Et Mikhail Saakashvili a joué un rôle également pour Maïdan en 2014. Vous voyez, donc tout est lié, hein. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, au passage, pareil, hein, c'est le petit BHL. Donc, voilà, il aura des liens d'amitié avec lui.
Ensuite, en 2015, il aura... Pour revenir sur Raphaël Glucksmann, puisque c'est un compatriote, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, euh, il était marié avec une Géorgienne aussi, non? Enfin, rappelle-moi. Oui, tout à fait. Il était marié avec une ministre, une vice-ministre géorgienne. Et son mariage l'a conduit à avoir, je crois, une double nationalité géorgienne. Je ne sais pas, à vérifier, mais je crois qu'il a eu en tout cas un passe-droit, puisqu'il a eu accès au gouvernement. Et c'est Raphaël Glucksmann, d'ailleurs, à cette époque-là, qui avait conseillé Mikhail Saakashvili contre Poutine. T'imagines le Sayanim? Ouais. Et là aujourd'hui, il est marié avec qui? Avec Léa Salamé, c'est ça, la Avec Léa Libanaise. Salamé, oui, tout à fait, la journaliste Léa Salamé. Hmm. Ok. Je te Raphaël remercie. Glucksmann, où beaucoup, malheureusement, beaucoup de gens que je connaisse, et notamment des frères et des sœurs en islam, ont pleurniché devant les propos de Raphaël Glucksmann concernant les Ouïghours. On en reparlera plus tard. Ouais. Ok, donc on continue. Mikhail Saakashvili. Donc, de 89 à 92, il est employé comme assistant au département des relations économiques internationales. Donc, il fait déjà un travail, on va dire, géopolitique et économique. Il travaille dans plusieurs cabinets. Il est directeur adjoint de l'Union des petites entreprises et des entrepreneurs de la République et directeur général de l'Exchange House Ukraine. Donc là, on est plutôt dans le milieu, on commence à être dans le milieu financier. Avec son père et plusieurs hommes, des autres hommes, pardon, je vais y arriver, autres hommes d'affaires, je n'ai pas regardé la liste, je n'ai pas eu de détails là-dessus. Il crée en 93 la société UKR Prominvest, spécialisée dans la confiserie et l'automobile. Alors la confiserie, il faut savoir que Poroshenko, c'est là qu'il va faire sa fortune. Et on va parler de Rochen tout à l'heure, son fameux groupe Rochen, qui est l'espèce de Nestlé ukrainien, quoi. Et il l'appelle pas Monsieur Chocolat ou un truc comme ça? Si, si, il a appelé Monsieur Chocolat en Ukraine, effectivement. Monsieur Ouais, Poroshenko, ouais, c'est Monsieur Chocolat. Parce que ouais. bah, tout le chocolat ukrainien, c'est lui, en fait. Et d'ailleurs, dans tous les pays de l'Est. Hein. En Russie, il est présent dans tous les pays de l'Est. Hein. Sa multinationale du chocolat, elle est très, très connue. Donc, il va se lancer là-dedans. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il construit sa fortune, c'est parce qu'en fait, il va y avoir une pénurie de cacao dans les pays de l'ex-URSS. Et c'est là, en fait, où lui, il va jouer un rôle euh, par rapport à l'exportation. Donc, Hmm. il rachète plusieurs entreprises. Il en fait un consortium qui s'appelle donc le groupe Rochen. Roshen. Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire Rochen parce que ça me dit quelque chose, Rochen. Je ne sais pas, ça a une consonance, ça a une... à voir. Chez Faudrait, Shonaba. faudrait... Non, mais faudrait creuser, je ne sais pas, moi. À voir. Je dis Ah, ça, t'es mais un parano, Wilson, t'es un parano. c'est une Non, non, intuition. mais moi aussi, j'ai C'est tilté la même chose que toi en plus. Mais une intuition. on doit être deux parano. Hein. Voilà, donc c'est lui le premier producteur de confiserie en Ukraine, hein, parce qu'il ne fait pas que les chocolats, il fait les bonbons, voilà, il fait un peu de tout. Euh, donc je vous passe tous les détails au niveau de la... Parce qu'il faut aussi, il est aussi dans l'automobile, dans les autobus. Il fait de la production de cars, voilà. Donc le magazine correspondante ou la télévision 5 également, où il a certains intérêts. Donc, alors maintenant, je voulais souligner ce que dit le magazine Forbes, parce que ça, c'est important pour savoir où c'est qu'il en est dans sa fortune personnelle. Donc, on voit bien que ce n'est pas n'importe qui arrive à la présidence ukrainienne. Sa fortune s'élève en 2014, donc au moment des événements de Maïdan, à 1,3 milliard de dollars, ce qui fait un des hommes les plus riches d'Ukraine. Il fait partie du top 10 des oligarques ukrainiens, Poroshenko. Je vous rappelle le top 10, le premier Akhmetov, le deuxième, le fameux grand Victor Pinchuk, l'ami de Bernard-Henri Lévy. Le troisième, Vadim Rabinovitch, qui est très catholique. Et les autres, après, ils suivent, hein, donc Poroshenko, etc. Voilà. Donc ensuite, bah, c'est bien la comparaison, en fait, que Wikipédia... j'aime beaucoup, en fait, ce qui est raconté dans Wikipédia, parce que comment la correspondance avec Silvio Berlusconi et Christophe Blocher. Parce que c'est vrai que ces deux-là, ont été les seuls dirigeants européens à avoir un poste présidentiel ou ministériel avec une telle somme d'argent, quoi, une telle fortune. Et donc, parce que Berlusconi, on peut considérer que c'est un oligarque italien. Voilà.
Donc j'ai beaucoup aimé, moi, la comparaison, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc voilà. Alors après, on parle de dissimulation d'activité, de montage opaque pour le groupe Rochen, ce qui n'est pas étonnant. Mais je ne me suis pas attardé là-dessus parce que le plus important est sur la suite, hein. Voilà. Donc en 2022, sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars. Donc 2022, c'est là, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il s'est quand même enrichi un tout petit peu. Alors que, vous le savez, la loi ukrainienne, je vais le préciser tout à l'heure, mais la loi ukrainienne vous dit que quand vous êtes dans le privé et que vous touchez des milliards, que vous êtes milliardaire, je crois qu'il faut être millionnaire, hein, au début pour pouvoir vendre ses actifs. Vous êtes obligé, selon la loi ukrainienne, de vendre une partie de vos actifs. Et on le verra tout à l'heure avec qui il a fait ce troc-là. Donc, en 98, Petro Poroshenko obtient son premier mandat. Il est élu député au Parlement dans la circonscription de Vinnytsia, devant 158 voix. L'homme d'affaires Volodymyr Choromovsky, qui lui-même est un oligarque, dont je n'ai pas encore fait la biographie, mais ça ne saurait tarder. Donc en 2000, Petro Poroshenko soutient le Premier ministre pro-occidental Viktor Loutchenko. Et évidemment, Loutchenko, bah, c'est celui qui va prendre la première présidence à la révolution orange d'avant Maïdan. Parce que tout le monde parle de Maïdan, mais tout le monde a l'air d'oublier qu'il y a eu une révolution plus importante que Maïdan, c'est la révolution orange en 2005 qui a mis définitivement l'euratlantisme sur les rails de l'Ukraine. Donc Petro Poroshenko est réélu au Parlement. De 2002 à 2005, il préside la commission parlementaire du budget. Donc mettre un oligarque au budget, c'est quand même très intelligent. Où il est accusé d'avoir fait perdre 47 millions d'ivrinyas à l'État. L'ivrinyas, c'est la monnaie locale, enfin la monnaie nationale de l'Ukraine. Voilà. Ses activités professionnelles font en outre l'objet de poursuites par les services fiscaux, quoi d'étonnant pour un oligarque. Poroshenko est l'une des principales personnalités finançant le bloc Notre Ukraine et la révolution orange. Donc, c'est-à-dire que Poroshenko, avant d'être le président de Maïdan, il a été le principal financeur de la révolution orange. Donc, c'est ça qu'il a le rôle Poroshenko dans cette histoire. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est l'homme, à mon avis, l'homme le plus important de la vie politique ukrainienne de ces 10-20 dernières années. Parce qu'il a été à la source du financement de la révolution orange, avec Soros, évidemment. Hein, c'est pas le seul. Soros aussi était là. Vous avez la Freedom House, j'en parlerai dans une autre émission. La Freedom House, qui est un peu l'équivalent de l'Open Society aux États-Unis, qui va aussi financer en partie la question de la révolution orange et Maïdan. Donc voilà, il n'est pas le seul, mais il a été un des artisans. Et en tout cas, il finance le parti politique. C'est comme si que je vous disais qu'en France, et heureusement qu'on a des lois quand même pour encadrer ça, vous aviez Bernard Arnault qui finançait totalement le Parti socialiste, ou je ne sais pas moi, la banque Rothschild, parce que c'est le cas ukrainien, hein, David de Rothschild finance la totalité de l'AREM, par exemple. Voilà. Ce qui est interdit en France, évidemment. Donc, intéressant. Intéressant, vraiment, le projet ukrainien démontre à quel point c'est une démocratie de lumière. Donc, on continue. Fantastique. On continue. Donc, Viktor Yushchenko, donc ça va être un petit peu l'ami voilà, l'ami comment dirais-je, de Poroshenko, à un point qu'ils sont parrains entre eux, voilà, parrainage de ses filles jumelles, etc. Donc, ça, on connaît ça en France, hein. On a le pendant en France, on a Martin Bouygues, qui est le parrain d'un des fils Sarkozy. Ça existe déjà en France, hein. Au niveau de l'oligarchie française, on a quelques ressemblances quand même. Voilà, alors il est nommé ensuite secrétaire au Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine. Donc le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine, c'est une sorte de ministère de la Défense bis qui va gérer en fait surtout, en vérité, la relation avec la Russie. C'est ça qui n'est pas dit, mais c'est en vérité ça, quoi. En 2005, donc en 2005, Poutine était déjà au pouvoir en Russie. Son influence est particulièrement importante, ce qui suscite des tensions avec la première ministre Yulia Tymoshenko. Tu te rappelles, Redouane, quand on parlait de Yulia Tymoshenko, qui était dans le consortium pétrolier ukrainien avec Pavlo Lazarenko au début, en début Ouais, d'émission, hein. tout à fait. Tout à Voilà, fait, ouais. Miss Stress, la Miss. Voilà. Euh, donc, elle réapparaît comme ça. Et donc, en septembre 2005, il est accusé de corruption pour avoir voulu défendre les intérêts du milliardaire Viktor Pinchuk. On s'en rappelle, Redouane, on a parlé longuement de Viktor Pinchuk, le créateur de la fondation Pinchuk,
le créateur de la Yalta européenne stratégique, le deuxième homme le plus puissant d'Ukraine et surtout l'ami intime des Clinton. Eh bien, Poroshenko est un milliardaire, est un oligarque, mais il est lui-même valet servile de Viktor Pinchuk, puisqu'il En défend, tout cas, il défend ardemment ses intérêts, quoi. c'est Ouais. ça, qui devait bénéficier de la privatisation de la société d'État Nikopol Feralloy euh, en l'achetant 80 millions de dollars, alors que des experts indépendants l'estimaient à 1 milliard. 1 milliard. Donc voilà encore comment Viktor Pinchuk a réussi à mettre le haut là sur certaines entreprises d'État Faire ukrainiennes. main basse, plutôt, ouais, ouais. Ouais. Tout à fait, faire main basse, exactement. Mm. Donc en réponse à ces accusations, le président Yushchenko de l'époque lui retire son poste et échange du gouvernement. L'affaire n'aboutira pas. Le procureur général du pays, Slavtov Piskun, affirme par la suite avoir été limogé pour ne pas avoir poursuivi Yulia Tymoshenko et pour avoir maintenu les poursuites à l'encontre de Petro Poroshenko. Donc en 2006, durant la législature, Petro Poroshenko préside la commission des finances et des banques. Fantastique. C'est Magnifique, magnifique. C'est magnifique. magnifique, magnifique. Ah, Donc c'est pour un excellent. oligarque qui est déjà condamné, qui est déjà dans des malversations et des détournements, et surtout d'arranger les affaires d'autres oligarques en sa présence. Je trouve ça incroyable. C'est comme si qu'en France, j'aime bien faire le parallèle, hein. C'est comme si qu'en France, tu avais une commission parlementaire, comment dirais-je, une commission des finances et des banques au Parlement, dirigée par Bernard Arnault, ou François Pinault, ou Patrick Drahi, soyons fous. Est-ce qu'à un seul moment donné, le Français accepterait ça? Je ne sais pas. Bon, après, vu l'état de zombification actuel de notre nation, je demande à voir. Je pense que ça passerait. En vérité, tu as vu, en ce qui concerne, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais je reviens sur le cas avant, là, de le fait qu'il ait fait bénéficier à Victor Pinchuk l'achat d'une société estimée à 1 milliard à 80 millions de dollars, où en fait, il l'a divisé par plus que 10 le prix initial de la société. Moi, ça me fait penser aux arrangements de Macron avec General Alstom. Electric sur Alstom, où il leur vend une bouchée de pain, un truc non seulement qui vaut énormément, puisque c'est un des joyaux de l'industrie française, et puis c'est hyper stratégique par rapport aux turbines, que ce soit des centrales ou des sous-marins, etc. Et qui donc vend les secrets qui vont avec aux Américains, à General Electric, et qui après la rachète quelques années après 10 fois le prix, quoi. Et C'est qui dit exactement ça. je suis un héros, je fais. Enfin, non, mais c'est un truc de malade. En vérité, ça nous arrive aussi. Mais enfin, on manque de concentration. Je vous assure, hein, c'est pas normal, hein. Enfin, les Français ne devraient absolument pas accepter ça. Alors là, on est en train de regarder le cas ukrainien. En effet, c'est scandaleux. Mais ça les regarde, j'ai envie de te dire. Tu vois? Mais il y a plein de choses que les Français n'auraient pas dû accepter. Évidemment, évidemment. Mais bon, voilà, je suis désolé, je rétropédale un petit peu, mais Non, ça non, mais me. tu fais bien, parce qu'il faut pour que nos internautes comprennent le comparatif avec la France. Ouais. Mm. Sauf que l'Ukraine, c'est 10 fois plus qu'en France. C'est 10 Ouais. fois pire, en fait. Mais pourtant, les Ukrainiens acceptent et ont accepté. Alors moi, je ne suis pas sûr que tous les Ukrainiens acceptaient ces situations, en fait. Si on regarde bien, après, il faudrait demander aux spécialistes de l'Ukraine et de la Russie, comme Xavier Moreau, poser la question ou alors aux spécialistes de l'Ukraine, peut-être à des gens qui connaissent bien le dossier ukrainien. Ça Est-ce serait que, intéressant qu'on parle de ça avec Pierre-Antoine Plaquevent, par exemple. oui, 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 pour savoir, est-ce que tous les Ukrainiens étaient d'accord avec cette politique-là? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que les Ukrainiens de l'Est, notamment, ne sont pas ceux de la Galicie, ne sont pas ceux de la région de Dnipro. Je ne pense pas que voilà, ça soit acceptable d'entendre des choses pareilles, quoi. Ouais. Alors, pour revenir sur Poroshenko, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est lui, en fait, l'artisan, mais vraiment l'artisan, du soutien à la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Et je dis bien l'OTAN, pas l'Union européenne, mais l'OTAN. Voilà. Donc, tout en précisant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas un but en soi, soi-disant. Le second gouvernement Timoshenko, d'ailleurs, chute le 11 mars 2010 à la suite de l'élection de la présidence de Viktor Yanukovych. Et c'est Yanukovych qui va stopper tout de suite, évidemment, cette histoire d'OTAN. Malheureusement, il en paiera les conséquences à Maïdan.
Donc, c'est Poroshenko, hein, déjà bien avant Maïdan, qui était l'artisan de ce truc-là. Donc, en fait, les Américains avaient vraiment placé leur pion un peu partout dans la classe politique ukrainienne. Il lui arrive quoi, Viktor Yanukovych, là? Alors, dernière nouvelle, Viktor Yanukovych. Alors, moi, j'ai pas. Yanukovych. Yanukovych, j'ai pas approfondi, mais il était en exil. Il était en exil en Russie, je crois, hein. Ou en Biélorussie, un des deux. Ouais. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est vrai qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'il devient, effectivement. Et d'ailleurs, Ça marche. on verra bien que c'est Yakunovitch, en fait, qui a finalement le moins de casserole de tous. Et c'est le pro-russe. Il faut quand même se poser des questions. Il faut se Ouais. poser des questions vis-à-vis des Ukrainiens. C'est pas de la classe Mais politique ukrainienne. J'ai l'impression que c'est une constante, hein. Plus les hommes politiques ukrainiens sont côté russe et moins ils ont de casseroles. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est une constante. Mais c'est ça, parce qu'en fait, encore une fois, comme je l'avais souvent dit, la différence entre la Russie et l'Ukraine, c'est que les oligarques en Russie sont maîtrisés et contrôlés par le gouvernement et donc par Poutine. Alors qu'en Ukraine, ce sont les oligarques qui font la loi. Ce sont les oligarques qui font la loi et pas les politiciens. Donc, et très souvent, les deux sont confondus d'ailleurs. Bon, c'est là la grande différence avec la Russie. Alors, revenons sur notre ami Poroshenko. Ouais. Donc, Poroshenko, en 2012, il est nommé ministre du Commerce et du Développement économique. C'est magnifique. Il détient ce portefeuille pendant 9 mois sans toutefois y adhérer. Il se rapproche alors du parti des régions au pouvoir face aux critiques de pro-occidentaux. Ça veut dire qu'en fait, monsieur est sensible aux critiques extérieures. Et donc, carrément, en fait, de l'extérieur, on façonne en fait l'esprit politique ukrainien. Face aux critiques de pro-occidentaux, il déclare avoir accepté d'avoir intégré le gouvernement afin d'œuvrer à l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne et permettre la libération de Yulia Tymoshenko, emprisonnée pour un abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il voulait rester dans le gouvernement de Yanukovych, parce que c'est quand même un comble, de voir Poroshenko, qui est anti-russe, faire partie du gouvernement de Yanukovych. Parce que je vais préciser aussi le propos suivant, c'est qu'Yanukovych, il avait une autre particularité en plus d'avoir le moins de casseroles que les autres, c'est que lui, il a joué le rôle de l'ouverture, de la main tendue. C'est-à-dire qu'il a tendu la main à Poroshenko pour qu'il fasse partie de son gouvernement. Et Poroshenko avoue plus tard, c'est ce qu'on est en train de dire, il avoue plus tard lui-même, parce qu'il subit des critiques, etc., que son seul objectif d'entrer dans le gouvernement Yanukovych, c'était de faire absolument rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne et de permettre la libération de Yulia Tymoshenko, emprisonnée pour abus de pouvoir. Ouais. Ouais, mais alors, Tymoshenko, si elle est emprisonnée, c'est qu'à un moment donné, elle le mérite peut-être. Alors, on dit de Poroshenko depuis tout à l'heure qu'il est russophobe, mais lui-même et ses parents sont russophiles. Enfin, sont russophones, du moins. Ils parlent russe à la base. Tout à fait. Et c'est un. Bah, en fait, pour moi, enfin, et je pense que si on écoute un peu les dernières émissions sur l'Ukraine, notamment avec Lucien Cerise ou Xavier Moreau, on peut comprendre quand même que la particularité des hommes politiques ukrainiens, même s'ils ont une particularité russophone dans leur famille, etc., vont en faire volontairement totalement abstraction pour la finalité politique ukrainienne, c'est-à-dire rentrer dans le giron atlantiste et se détacher des Russes. Parce que c'est ça l'objectif de l'Ukraine moderne. Ouais. En fait, c'est des politiciens qui ont été façonnés en fait par cet esprit-là. Donc ils n'ont que faire finalement du souvenir de l'Union soviétique. D'ailleurs, quand tu regardes bien leur biographie, ils ont tous servi dans l'armée soviétique. Beaucoup ont fait leur service militaire sous l'Union soviétique. Donc, ils n'avaient pas vraiment le choix en même temps, mais ils oui. n'avaient pas vraiment le choix, c'est clair. C'est clair, mais bon, voilà. Ça serait bien que ça soit remis au goût du jour, ce service militaire obligatoire pour certains. Pour une fois que je suis pour un régime change, en effet, moi je suis pas pour tu sais, l'interventionnisme, très peu pour moi, mais là c'est vrai que ça c'est complètement pourri comme classe politique et je dois t'avouer que je ne suis pas mécontent du fait que Poutine pousse dans le sens d'un changement de régime à Kiev, quoi. Mais bien sûr, bah là, avec tout ce qu'on découvre depuis la première émission jusqu'à aujourd'hui, plus tout ce qu'on entend à côté parmi les spécialistes de cette région, de ces régions-là,
on s'aperçoit bien que finalement, bah, elle est censée, en fait, cette intervention. Elle est censée, elle est normale, elle est saine, mais elle est sereine. Parce que n'importe quel autre pays du monde, à la place de la Russie, aurait même fait pire. Et aurait été même moins patient, je pense. Hein. C'est comme si, Redouane, je te disais que la Russie ou la Chine aurait des bases tout autour enfin, au Canada et au Mexique, entourant les États-Unis, faisant des manœuvres militaires autour des frontières canadiennes et mexicaines, et sans que les États-Unis aient leur mot à dire. Bah, c'est exactement ce qui arrive à la Russie, en fait. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et que les gens ne veulent pas voir ou ne pas accepter. Non, la plupart des gens lucides et raisonnables ont bien compris de quoi il s'agissait, mais c'est vrai qu'il y a un tel matraquage médiatique. En vérité, souvent, hein, le nœud du problème vient de la capacité de certains canaux à fabriquer l'opinion. Hein. C'est tout le temps la même histoire. Hein. Si on avait la capacité de pouvoir être aussi influent que BFM ou CNews, toutes ces histoires, ça s'arrêterait demain, quoi. Mais Exactement. bon, on est dans les tréfonds de l'Internet. J'en étais à... Ah oui, oui, c'est ça, c'est le Victor Klitschko. Donc Victor Klitschko, Oui. je voulais, voilà, si tu peux passer de, je crois qu'il faut que tu fasses défiler la feuille là. Bah, je le vois là. Non, Viktor Yanukovych, pour moi, on en était là. Hein. Ouais, ouais, mais Viktor Yanukovych, alors je vais sauter ce passage parce que en fait, ce passage concerne Maïdan. Donc Ok, moi, je pense que tous nos auditeurs sont au courant de ce qui s'est passé à Maïdan. D'ailleurs, d'accord. j'invite tous nos auditeurs à lire le livre de Lucien Cerise, Retour sur Maïdan, qui est à mon avis aujourd'hui le plus complet qui soit sur ces événements-là. Voilà, concernant ça, je vais parvenir. On sait tous maintenant que Poroshenko, il a joué un rôle, il a financé en partie Maïdan, ça tout le monde le sait. Je voulais revenir en fait sur le fait qu'il, comment dirais-je, il se porte candidat à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai 2014. Donc là, on est dans l'après-Maïdan. Lors de la campagne, il reçoit le soutien de l'UDAR de Vitali Klitschko, ainsi que Ouais, l'appui Vitaly. des États-Unis et de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, là, sans gêne, quoi. C'est clairement dit. C'est normal. L'appui des États-Unis, de l'Union européenne. Voilà. Et donc là, la souveraineté, je me demande où est-ce qu'elle est. Où est la souveraineté ukrainienne, encore une fois. Donc, dans cette campagne, l'UDAR de Viktor Klitschko. Alors, qui est Vitali Klitschko? C'est le fameux boxeur qui a été maire de Kiev, d'ailleurs, je crois, hein, ou maire d'une ville. C'est pas Kiev, je ne sais plus de quelle ville il a été. Si, je crois que c'est Kiev. Je ne sais plus. Donc, Vitali Klitschko, donc son parti Ludar, il faut savoir que lui, comme c'est un boxeur, donc c'est un sportif de haut niveau, il n'a pas de culture politique en soi. Et en fait, et là c'est celui qui rapporte ça, et je le remercie, c'est Lucien Cerise lors d'une démonstration justement de ce qu'est l'Ukraine, où Lucien disait que Viktor Klitschko, en fait, a été formé en Allemagne par le parti de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel. Et c'est Angela Merkel, à l'époque, quand elle était chancelière, qui a façonné Klitschko. En fait, qui l'a façonné, qui lui a expliqué ce qu'était la communication politique, etc. Donc, Viktor Klitschko représente les intérêts allemands en Ukraine. Tu vois, même lui, derrière le nationalisme ukrainien lors d'une activité sportive ou d'un titre européen ou que sais-je gagné, bah, tu peux être sûr qu'il y a l'ombre de Merkel. Donc voilà, c'était juste pour le préciser aux auditeurs que Klitschko, c'est pas le boxeur star qu'on croit en fait. Derrière, il y a toute une histoire. Voilà. Donc ensuite, là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que Poroshenko, il est finalement élu avec 54% des suffrages au premier tour, mais simplement avec 18 millions d'électeurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement 18 millions en Ukraine ont été votés. Alors, je ne connais pas la population totale de l'Ukraine. Je ne sais pas si on dépasse les 50 millions ou pas, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est très peu, 18 millions. Donc, il est clairement illégitime, le mec. Mais bon, c'est la démocratie de lumière. Il faut faire avec. Puisque, effectivement, Je suis notamment en train de vérifier là, et mon frère me Voilà. souffle derrière. Et ils sont 44 millions, donc 18 millions. En fait, je crois que finalement, c'est 25 millions, c'est ça? Peut-être ça, peut-être 30 millions. Je sais
Ouais, c'est pas le chiffre là qui est en dessous, justement. Non, non, parce que c'est 25 millions en 2010. Ouais. En fait, 25 millions sur les. C'est pas la population totale. 25 millions, c'est Non, 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 c'est 44 millions, mais c'est la, la population en âge de voter en en âge de 2010. voter qui a été voté. Et on compte pas, en fait, la Crimée, Donetsk et Lugansk, qui étaient eux russophones. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, gagner 54% de Oui. seulement 18 millions d'électeurs, tu n'es absolument pas représentatif de ton pays. Et encore Hmm. moins légitime. Donc voilà. Mais c'est l'Ukraine, c'est la démocratie, c'est l'Atlantic Council, c'est l'Aspen Institute, c'est l'European Yalta stratégique. C'est une idée de la démocratie qui est évidemment une idée totalement, enfin, ça à mourir de rire. Mais c'est pas grave, ça passe. Donc il prête serment le 7 juin 2014, il devient officiellement président de l'après-Maïdan, président de la République ukrainienne. Et alors, un fait intéressant que j'ai souligné ici, et si tu peux montrer, s'il te plaît, après le document, je crois que je te l'avais envoyé pour le montrer à nos auditeurs, c'est que Petro Poroshenko va mettre tous ses actifs, enfin une partie, pardon, de ses actifs à vendre par le biais de la compagnie Rothschild. Donc là, tu vois, on a encore les liens avec le mondialisme, et notamment le mondialisme financier, Tu puisque veux que je diffuse la vidéo? oui, s'il te plaît, Rothschild étant présent en Ukraine, eh bien évidemment, il se tourne naturellement vers ses maîtres. Donc on voit bien qui, encore une fois, dirige ou contrôle de près ou de loin la finance ukrainienne. Allez, j'envoie. Le président ukrainien et homme d'affaires Petro Poroshenko pourrait se délester de ses chocolats ou peut-être de ses voitures. L'oligarque, surnommé le baron du chocolat, a choisi la banque d'affaires Rothschild & Company pour l'aider à vendre ses actifs, un processus qui devrait démarrer la semaine prochaine. Son groupe Rochen est classé 18e dans la liste des 100 plus grands fabricants de chocolat au monde. Mais outre la confiserie, Petro Poroshenko est présent dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de construction navale, d'automobile, de métallurgie, de chimie, d'agroalimentaire, mais aussi et encore des médias. Il détient notamment une chaîne de télévision et un magazine. Avant la crise ukrainienne, Petro Poroshenko réalisait 40% de ses profits avec la Russie. Et du coup, là, on n'a pas les informations qui concernent justement l'association Rothschild & Co. Là. Bah, en fait, j'ai un doute, moi, parce qu'il y a deux branches Rothschild, hein. C'est-à-dire, tu as la branche Rothschild et compagnie, et tu as la branche suisse, donc celle qui était dirigée par le Rothschild qui est décédé récemment, là, en 2021. Comment il s'appelait celui-là? Oh, j'ai plus le nom. Moi non plus, là, je l'ai Le plus plus. jeune. Le plus jeune Ouais. des Rothschild qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est la branche parisienne, bah, on sait que Macron était déjà en poste chez Rothschild à ce moment-là. Donc, ça peut être intéressant. Il y a peut-être des liens qu'il faudrait creuser. Le groupe Rothschild et compagnie LCF, non, c'est le groupe suisse, ça alors. Non, ouais, c'est le groupe suisse. Là, on n'est pas, c'est pas David de Rothschild pour le coup. C'est celui qui est décédé il n'y a pas longtemps, ouais, effectivement. Donc, c'est pas Macron, on était sur l'autre branche Rothschild. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour rien qu'il fait que Poroshenko fait appel au Rothschild. C'est qu'il y a bien Allez des liens consulter forts, Égalité et Réconciliation, hein. Il y a de l'information croustillante aussi, très, effectivement. très, très bien sourcée. Ils font un énorme travail et ce depuis très très longtemps. On a appris beaucoup auprès d'eux. Voilà. Du coup, Donc voilà, on reprend. Ouais. voilà en 2014. Donc il faut retenir par là les liens avec Rothschild. Donc moi, j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés par le dossier ukrainien d'approfondir pour savoir quels étaient les liens avec Poroshenko et avec la banque Rothschild depuis des années. Donc, c'est-à-dire bien avant Maïdan, bien avant 2014. Et je pense que parmi ces ponts-là, il doit certainement avoir l'influence de Victor Pinchuk. Bon, c'est l'hypothèse que j'en fais. Voilà, donc je passe pas par le trafic d'armes, parce que bon, ça c'est encore autre chose. On va souligner qu'avec le soutien des États-Unis, il fait passer le budget du secteur de la défense de 1% jusqu'à 5% du PIB, c'est quand même énorme, hein. Je crois qu'en France, on est à quoi? On est à 2 ou 3% du PIB au Je niveau crois que c'est militaire. quelque chose Voilà, les Ukrainiens, ils passent à 5% sous Poroshenko. Donc on voit bien en fait que c'est pas par le soutien, mais l'influence des États-Unis. Voilà. Clairement, c'est l'influence des États-Unis. Donc on voit bien que tout ce qu'on vous a démontré depuis la semaine dernière,
que finalement les think tanks américains et pro-euro-atlantistes ont fait leur travail d'influence. Et alors, on parlera la semaine prochaine également de l'influence des diplomates américains en Ukraine. On a les noms, on a leur biographie, donc ça va être du croustillant, ça aussi. Et ça, tout ça, il faut vraiment... Cette augmentation de budget, elle vient aussi du fait ils étaient déjà dans une guerre très active avec les provinces du Donbass, Donetsk et Lugansk, et qu'ils avaient besoin certainement aussi de moderniser, et puis de tout un tas de matériel militaire, munitions et compagnie, quoi, pour bombarder leurs compatriotes de l'Est. Tout à fait. Et ça nous a donné 14 000 morts. D'ailleurs, on salue le courage d'Olivier Truchot, des grandes gueules d'RMC, et Jean-Marc Sylvestre, le journaliste fourre-tout de BFM, pour leur courage d'avoir répondu à nos questions concernant le cas des 14 000 morts du Donbass. Donc, ils ont disparu de la circulation. Ils n'existent plus, en fait. Ça n'existe pas. Ça... Voilà, c'est juste pour préciser, faire un petit rappel là-dessus, puisque tu parlais du Donbass. Alors, Ouais. Poroshenko, c'est le président des accords de Minsk, hein, parce que c'est lui qui signe les accords de Minsk en 2014. Alors, les accords de Minsk, on ne va pas revenir dessus, hein, c'est les conditions sine qua non pour l'arrêt des combats dans le Donbass. La Russie En fait, pose ses conditions et l'OTAN pose les leurs. en fait, ces accords, ils étaient très favorables aux provinces du Donbass, de Donetsk et Lugansk, parce qu'en fait, ils avaient gagné la guerre, en réalité. La manière dont la guerre avait été menée, toutes les opérations militaires, etc., faisait que finalement, ils avaient subi des pertes assez énormes côté ukrainien au niveau militaire, je parle, côté kievien plutôt. Et du coup, ils avaient accepté à reculons les accords de Minsk qui n'ont jamais mis en application derrière, quoi. Mais ces accords venaient quand même de défaites militaires, clairement, de la part de Kiev. C'est bien de le préciser, ouais, parce que déjà, le fait de subir un affront comme ça, c'est ce qui va expliquer la haine d'un Igor Kolomoïski après par la suite. Exactement. Donc voilà, Exactement. les chiffres varient. Il y en a qui disent de 10 à 14 000 morts. Il y en a qui vont même dire 16 000 morts. En Ouais. fait, bon, il n'y a pas de précision. C'est très très dur d'avoir une précision exacte du nombre de morts dans le Donbass, hein. En En tout tout cas, cas, c'est loin d'être négligeable. voilà, n'oublions pas dans nos invocations, et là c'est la différence effectivement avec la minute de silence maçonnique, n'oublions pas dans nos invocations tous les enfants, notamment tués dans le Donbass, par les bombes démocratiques de lumière de Kiev. Voilà. Ouais. Moi, je n'oublie pas ce que ces salopards ont fait aux enfants du Donbass. Et d'ailleurs, Anne-Marie, alors comment elle s'appelle, Anne-Marie Bonnel? Bonnel, je Oui. crois. On salue évidemment au passage son courage, hein, devant BHL sur CNews, d'avoir défendu une idée en fait de ce que c'est, hein, qu'un vrai reportage de guerre, alors que Alors, BHL n'a jamais vu la guerre. on te corrige rapidement, Wilson. C'est pas Anne-Marie, c'est Laura Bonnel. Laura Bonnel, pardon, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de Laura, souci. ouais, bah, Laura Bonnel, franchement, voilà, une des rares journalistes courageuses qui fait encore son travail, quoi. Voilà. Mais qui a l'air d'être étonné du parti pris des médias. Enfin, avec son expérience, normalement, elle n'a plus de quoi être étonnée. Effectivement, mais bon, il y a plus rien qui nous étonne et qui ne nous étonne pas à la fois. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important qui a été passé sous silence, en fait, mais totalement sous silence. Moi-même, je l'ai découvert. C'est qu'en septembre 2018, au début de la campagne présidentielle et en pleine polémique sur la sécession de l'Église ukrainienne, Petro Poroshenko propose le non-renouvellement du traité d'amitié entre l'Ukraine et la Russie. Alors moi, ce n'est pas du non-renouvellement du traité d'amitié, puisque Poroshenko, clairement dirigeait la marionnette de Washington, mais c'est avant, en fait. C'est la phrase d'avant. C'est qu'il y a eu une sécession de l'Église ukrainienne. Alors ça, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que je t'ai envoyé les documents, Redouane? Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Non, non, tu me les as pas envoyés, mais moi, ça, par contre, je connaissais cette partie, enfin, du moins en surface. D'accord, bah C'est-à-dire parle-en, que s'il te plaît, parce qu'il faut en parler. C'est très important pour nos amis croyants et notamment les orthodoxes de France pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé là-bas. Je t'en prie. Bah, écoute, comme ça, de mémoire et très en surface, en fait, l'Église orthodoxe a l'équivalent d'un pape, en fait, c'est un pope, et il n'y en avait qu'un pour, il me semble, l'entièreté de
de la partie orthodoxe. Et, pour comment dire, en fait, il y a eu un schisme, clairement, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un nouveau schisme à l'intérieur de l'orthodoxie chrétienne. Et ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient plus l'autorité du pope russe, finalement, du Le pope patriarcat de Moscou, ouais. du patriarcat de Moscou, et que eux-mêmes allaient nommer un nouveau patriarche. Voilà. D'accord. Moi, Bah, c'est comme ça que j'ai compris le truc, très en surface. Il y aurait énormément de choses à dire, j'imagine, là-dessus. Peut-être que tu as un complément, là. Vas-y, Wilson, hein. non, non, t'as dit un truc, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça serait un peu plus compliqué parce que c'était bien avant en fait la scission de 2018, ça datait déjà depuis un moment. Mais simplement, moi je voudrais bien savoir qui a réellement encouragé ce qui est à l'origine de cette sécession. Et c'est très étonnant parce qu'en général l'orthodoxie était quand même très alliée, très unie, et ça vient de l'Ukraine comme par hasard. Moi je ne serais pas surpris que certains individus soient derrière ça et des individus non orthodoxes. Voilà. Des maranes, des maranes de l'Est. Pourquoi pas que ça peut être du maranisme de l'Est. Moi, j'irai approfondir un petit peu pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, Poroshenko, il n'a pas fermé les yeux là-dessus, quoi. Voilà, clairement, il n'a pas fermé les yeux là-dessus. Il a laissé faire. Il en a même une fierté puisque j'ai retrouvé une photo. Alors, on ne peut pas l'afficher là parce qu'il faudrait que je l'envoie. J'avais retrouvé une photo sur le net où tu voyais Poroshenko être heureux, sourire aux lèvres à côté du représentant de l'église orthodoxe de Kiev. Et ça, c'est dégueulasse. Franchement, c'est une dégueulasserie pas possible. Et on sent bien la patte de certains, quoi. On ira approfondir en tout cas. Voilà. Je voulais Ok. revenir là-dessus parce que c'était important de le dire. À l'heure où, par exemple, l'église orthodoxe de Paris, je vous le rappelle, donc représentée par le patriarcat de Moscou, a été taguée de manière dégueulasse il y a quelques jours de cela. Et fort heureusement, on s'est levé contre cette injustice. Et les tags ont été effacés, ça va. Fort heureusement. Le groupe Ordinare s'était déplacé là-bas. Tout à fait. Mm. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais pas revenir sur les événements géopolitiques sous la présidence de Poroshenko, ça serait un peu long. Mais je vais aller dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses encore. Donc, l'aide financière du Fonds monétaire international. Donc, rappelez-vous, c'est Nathalie Jaresko qui gérait ça. Mais donc, elle a continué sa politique sur 2016, Jaresko, donc sous la présidence de Poroshenko. Donc, c'est sous la présidence de Poroshenko qu'il y a eu énormément de politiques d'austérité, de privatisation, etc. Et ça, c'était sous sa houlette. Donc, le duo Poroshenko-Jaresko a parfaitement marché au nom de la démocratie, des droits de l'homme, du paradis sorosien. Et ça, c'est encore une fois extraordinaire. Donc, si jamais nous, on devait subir ça du FMI en France, je ne vous raconte pas les dégâts. C'est là, le SMIC, il passe à 700 € en France. Il y a pratiquement plus de fonctionnaires. C'est que des sociétés privées. Privatisation de tous nos fleurons qui restent. C'est ça, une politique d'austérité du FMI, hein, quand ça arrive dans un pays. Hein. Et donc, c'est sous Poroshenko que ça s'est fait. Donc, les Ukrainiens remercieront Poroshenko de cette magnifique politique, évidemment. Je vais sauter donc quelques passages parce que je vais aller droit au but, vu que l'heure tourne et qu'on a encore quelques personnages à faire. Là, je voulais en arriver au 15 mai 2015. Si tu peux descendre un peu. Donc, le 15 mai 2015, il va promulguer ce qu'on appelle les lois mémorielles, pardon, prévoyant notamment le retrait en 6 mois de tous les monuments communistes ainsi que l'obligation de renommer toute rue ou tout espace public faisant référence au communisme et punissent la promotion des idées communistes. Là, je m'adresse à ceux qui ont une tendance marxiste ou qui ont des idées communistes parmi nos auditeurs. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est sous Poroshenko? Tu me dis si je me trompe ou pas. Hein. Peut-être que je vais me tromper, mais est-ce que c'est pas sous Poroshenko qu'il y a eu les massacres d'Odessa? Soit c'est le gouvernement d'Yanetsuk ou soit c'est celui de Poroshenko. Qu'est-ce que tu appelles le massacre d'Odessa? Les massacres d'Odessa, c'est la maison des syndicats à Odessa qui a été encerclée par des néo-nazis. Donc, ça veut dire que les autorités de Kiev ont laissé faire. Sous Poroshenko, il me semble. Et ils ont brûlé 8 personnes vives.
c'est ça? C'est ça. 8 personnes brûlées vives, et ces personnes-là étaient des syndicalistes, des communistes Ouais, et des gens de gauche et d'extrême gauche. Donc ouais. là, moi, je m'adresse à toute la frange d'extrême gauche de France, vous qui nous regardez, si certains nous regardent. Vous êtes les premiers à agiter des drapeaux ukrainiens parce que le méchant Poutine a attaqué l'Ukraine. Moi, je n'oublie pas qu'il y a des néo-nazis, alors que vous êtes censés combattre en France, vous ne les combattez pas en Ukraine, très étrange. Et Non Poroshenko, seulement ça, mais ils s'allient avec, finalement. voilà, le gouvernement de la liberté de Poroshenko va faire interdire des rues et des places données par des non-communistes. Et il a quand même promulgué des lois mémorielles. Ça vous dit rien, les lois mémorielles? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on Alors, parle quand même par de rapport à lois. ça, si Voilà. tu me permets de faire une petite aparté, c'est pas vraiment, c'est même pas une aparté. Il y a actuellement en France un petit cercle de communistes authentiques, on va dire, qui s'appelle le cercle Duclos, qui est un cercle assez intéressant parce qu'ils ont une certaine proximité analytique avec l'UPR. Et donc, ils ont rencontré certains cadres de l'UPR, dont Asselineau, et ils avaient discuté justement de leur opinion en ce qui concerne l'Union européenne, etc. Et ils sont très d'accord sur tout un tas d'analyses. Et si tu veux, ils sont positionnés là très récemment, je crois aujourd'hui, sur ce qui se passe en Ukraine, et sans dire que, évidemment, ils sont pour l'intervention de Poutine pour tout un tas de raisons, puisque d'après eux, ça viole les traités, d'après eux, ça viole les traités internationaux de non-agression, etc. Mais ils sont par contre, très conscients que les gouvernements récents qui sont passés en Ukraine sont des anticommunistes et des personnes excessivement dangereuses pour les gens de leur bord politique, quoi. Et donc, c'est des communistes français qui sont exprimés pas dans le sens, justement, de certains nervis de gauche. C'est on va dire, des gens qui ont une certaine cohérence. Et donc, je vous invite à aller regarder leurs analyses et les petites vidéos qu'ils peuvent faire. C'est quand même, ça sort du lot, quoi. Voilà. Oui, ça me rappelle un peu le parti d'Annie Lacroix-Ritz, là. Je ne sais plus le nom Alors, de. justement, par rapport à ça, voilà, ils ont des petites anicroches avec eux. Ils trouvent que justement, ils sont pas assez clairs sur tout un tas de points. Voilà, le PRCF et compagnie. Mais bon, Bon, ouais, c'est leur tambouille à eux, hein, mais intéressant, le cercle du clos, allez voir. Allez voir. alors, on continue. Donc, en fait, pourquoi je parlais des lois mémorielles? Donc, il y a cette histoire d'Odessa, hein. Moi, j'invite nos auditeurs à aller voir ce qu'est le massacre d'Odessa, hein. Alors, pas le massacre d'Odessa d'il y a un siècle, mais le massacre d'Odessa, là, récent en 2015. Donc, notamment ce bâtiment encerclé. Alors, soi-disant, ça serait pas criminel comme incendie, mais enfin bon. On voit bien, ça a été étouffé, mais ce n'est pas le cas des observatoires internationaux. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça a produit tout ça? Elle prévoit, ces lois-là, également la reconnaissance du pays pour toute personne s'étant battue pour l'indépendance de l'Ukraine durant le XXe siècle. Évidemment, ce qui va inclure des organisations, des nationalistes ukrainiens, de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, UPA. Et cette armée-là, elle est particulière parce que c'est eux qui prirent part à l'extermination des Juifs en Ukraine et massacrèrent des dizaines de milliers de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, Steiner vient à notre secours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a dit Steiner tout à l'heure, c'est exactement ça. Un paradoxe total. Total. C'est-à-dire que des gens comme Igor Kolomoïski ou Vadim Rabinovitch vont accepter, vont même financer ce genre d'individus. Un paradoxe a priori, mais il nous a expliqué à travers sa citation que ce n'en était pas un. Oui, mais alors quand moi je dis un paradoxe, c'est dans le langage mainstream. Oui, Je oui, je vois ce que précise, tu hein. veux dire. Je Ouais, précise. ouais. Voilà, nous on sait que c'est pas un paradoxe. Évidemment, fort heureusement d'ailleurs. Et alors, on continue donc dans cette démonstration.
Donc, avec le soutien de Poroshenko, le Parlement adopte en 2017 une loi prévoyant l'ensemble de la scolarité dans le pays. Comment dirais-je, dans cette loi, comment dire, la scolarité se fait en ukrainien. Et ça, le contexte de ces lois-là sous Poroshenko, ça nous a donné ce que tu nous as montré tout à l'heure. C'est-à-dire, ils resteront dans leur cave, ils n'iront pas dans les écoles de nos enfants, etc., etc. En fait, c'est tout ça. C'est le résultat et l'influence et les conséquences de ces lois scélérates, qui sont des lois scélérates. Puisque, comme tout le monde sait, la langue maternelle des Ukrainiens, c'est le russe. Quoi qu'on en pense, c'est le russe. Alors, Kamtar me demande de remettre cette vidéo. Non, parce que c'est vrai que c'est piquant. C'est là que tu te rends compte que qu'est-ce que tu veux, il fallait pas chercher la merde. Hein. Ouais. Bah écoutez, je sais pas, Wilson, qu'est-ce que tu en penses? Non, bah, t'es pas obligé. Mais... Oui, ça dure pas longtemps. Vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est vrai Allez, faut que je retourne sur le site de notre ami Marcel. Vous permettez, tu peux meubler un petit peu en attendant. Hein. Bah, en attendant que tu trouves la vidéo, moi je voulais revenir sur la nationalité ukrainienne de Saakashvili. Puisque c'était son pote, il le fait venir en Ukraine, mais il va le déchoir de sa nationalité. Bon, ça c'est comme quoi, tu vois, bon, un coup ils sont amis, un coup ils sont ennemis, et ça c'est une constante et une donnée constante de l'oligarchie ukrainienne. C'est-à-dire à chaque fois, ils vont se préserver entre eux, ils vont se détruire entre eux. Allez, je la remets. Vas-y. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. C'est un malade mental. C'est vraiment... Ouais. Voilà. Là, pour le coup, je me permets de faire de la psychanalyse, mais c'est vraiment, là, c'est un taré. C'est vraiment Un taré qui va rencontrer d'autres tarés, hein, je vais le préciser. Donc, Saakashvili, taré, complètement fou. On a ensuite, et là, je vais en venir directement, le 8 août 2014, il rencontre officiellement Bernard-Henri Lévy. Ouais. Ça, c'est la première rencontre officielle. Après, il le rencontrera très souvent à la Yalta européenne stratégique, où Bernard-Henri Lévy est très souvent invité. Et il va le retrouver aussi également pour des conférences internationales à l'étranger. Donc, des tarés rencontrent des tarés entre psychopathes. Voilà, bah, mais merci de le faire. Voilà, exactement. C'est beau, hein? Regarde-moi ça. Deux hommes intelligents et deux hommes glorifiant la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. C'est simple, bah, ce sont des visages sataniques. On peut le dire. On peut clairement le dire. Hein. C'est magnifique. Voilà. Puis j'adore tu sais, en bas surtout, comment ça s'appelle le commentaire. Quand il parle de la ville d'Odessa. La ville est à la fois cosmopolite, multiculturelle, ouverte et surtout une ville ukrainienne. Alors, ce qui est strictement faux dans l'histoire. Ce qui est strictement faux dans l'histoire, et surtout, la ville est à la fois cosmopolite, oui, de par une communauté de lumière très présente, multiculturelle, bah non. La condition à Odessa, c'est que si tu fais pas partie de la mafia locale, c'est compliqué. Les Géorgiens et les Moldaves en savent quelque chose. Ouverte et surtout une ville ukrainienne, j'en doute. Donc tu vois, voilà, toujours le même narratif, c'est extraordinaire. Quoi. Ce spectacle, c'est mon cadeau, a déclaré M. Lévy. Pour être le paradis de la mafia ukrainienne. Et ça, il ne le dit pas, Bernard-Henri Lévy. Ce spectacle, c'est mon cadeau, a déclaré M. Lévy. Franchement. Ouais. C'est magnifique. Hein. C'est beau. Moi, j'ai une petite larme, tu vois. C'est beau. C'est deux hommes de paix qui se rencontrent. C'est incroyable. L'un qui veut tuer les enfants du Donbass et l'autre qui a tué des milliers de Libyens. C'est beau. Non, ça rentrera dans l'histoire. Clairement. C'est dégoûtant. Dégoûtant.
Alors, je reviens sur le 27 juin 2014, parce que le 27 juin 2014, Poroshenko signe avec l'Union européenne le volet commercial de l'accord d'association auquel s'était opposé lui-même Viktor Yanukovych. C'est ce qui a créé Maïdan. Et cette décision se fait au détriment de l'Union économique eurasiatique promue par Vladimir Poutine. L'Union économique eurasiatique, c'est finalement un marché commun, un espace de marché commun avec le Kazakhstan et la Biélorussie. Ça aurait pu être, moi je pense, la meilleure solution pour l'avenir de l'Ukraine, mais l'Ukraine a préféré rester dans le giron américano-sioniste et de l'Union européenne. Donc voilà, il fallait le souligner parce que tout ça, en fait, finalement, l'Ukraine est pris entre l'étau, entre deux puissances, hein. Donc l'OTAN et la Russie. Et ça a été constant, en fait, dans l'histoire de l'Ukraine. Sauf que la Russie, la différence de la Russie, c'est que la Russie, en fait, n'impose pas la chose. Elle le propose. Hormis pour payer pour donner de l'argent aux candidats comme Yanukovych qui avait reçu de l'argent de la Russie, ce qui est normal. C'est le jeu de la guerre, hein, c'est le jeu de la géopolitique. Tandis que Poroshenko et d'autres candidats recevaient de l'argent de différentes fondations. Alors, toujours sur Poroshenko, là, je vais essayer d'abréger parce qu'en vérité, il y a beaucoup de choses, mais ça sera une constante, en tout cas chez lui, cette question de. Il était obnubilé par l'OTAN, obnubilé par le fait de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'est une constante chez lui, hein. Donc, on rappelle que c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est que sous la gouvernance Poroshenko, Transparency International, qui est financé par Soros, nous dit que l'Ukraine est classée à la 130e place sur 180 pays. C'est énorme quand même, 130. Et ça, c'est au minimum, hein. 130e position. Et on nous dit, et on nous vend ça comme un paradis démocratique. C'est extraordinaire. Et encore une fois, hein, si elle a ce classement-là, c'est qu'il y a bien des causes à ces conséquences. Et les causes, à mon avis, remontent à la première émission et nos auditeurs comprendront pourquoi. Alors, ouais. En 2016, notre cher ami Poroshenko est nommé et cité dans les Panama Papers. Quoi de surprenant pour un oligarque, j'ai envie de dire. Et rappelez-vous, c'était le cas de Pavlo Lazarenko. La même chose. Panama Papers également. Il est cité également dans les Paradise Papers. En fait, tout Papers, lui, hein. Paradise Papers, Pandora Papers. Il a la totale, hein. Donc, c'est magnifique pour quelqu'un qui veut tuer les enfants du Donbass. C'est sympa. C'est un projet, il faut comprendre, hein, c'est un projet de lumière, paraît-il. Effectivement, de quelle lumière parle-t-on après? C'est ça le souci. Donc voilà, il arrive jusqu'à 2019. Encore un autre institut, l'Institut Gallup, qui est un institut mondialiste, on ne va pas rentrer dans les détails, qui dit que l'Ukraine est un des pays qui a le plus faible taux de confiance de sa population envers son gouvernement. Et ça, c'est sous l'ère Poroshenko, le président de Lumière. C'est beau, c'est toujours aussi beau, hein, c'est magnifique. Donc le 31 mars 2019, alors oui, j'ai oublié de parler qu'il promet notamment le retour de la Crimée dans le giron ukrainien. Dieu merci, ça ne se produira jamais. La poursuite de l'augmentation du budget militaire et l'adhésion du pays de l'UE et de l'OTAN d'ici 2024. Ça rejoint quoi, Redouane? Voilà, tu sais pourquoi je l'ai souligné? Ça rejoint l'information qu'on a eue depuis 48 heures, comme quoi la Russie a des preuves officielles, hein. D'ailleurs, ça a été dit via les ambassades et le personnel diplomatique. La Russie a la preuve officielle que l'Ukraine préparait une offensive massive le 8 mars, c'est-à-dire à 2 jours. L'Ukraine, depuis plus d'1 an, prévoyait une offensive militaire sur le Donbass. Et ça fait partie d'une des raisons pour laquelle Poutine est intervenu. Donc ça, tu vois, ça fait écho avec la politique de Poroshenko. Mmh. Tout à fait. Donc le 31 mars de 2019, avec 15% des suffrages, il arrive en 2e position, très loin derrière le président Zelensky, qui deviendra évidemment le nouveau président. Alors nous, en France, on a le président ventriloque. En Ukraine, on a le président trans. On a le président Mister Talon. Le joueur de piano. Oh là là, tu sais, j'essaie de le tourner à la rigolade, mais j'arrive même plus tellement ça. Ouais, mais moi non plus, en fait, ils me font plus rire, ces gens-là. C'est un truc de fou, quand même. C'est comme si Michael Young, il était président, quoi. Ouais. Ou Hanouna.
Non, ou Hanouna. Moi, pour moi, Zelensky, comme il est de la communauté de Lumière, bah, on a sa ressemblance en France. C'est comme si Hanouna arrivait en tête devant Macron, devant Macron et devant Zemmour, et que et qu'il arrive avec son pourcentage de voix, donc il devient président de la République, il fait son speech, il nomme son gouvernement, normal, alors que le mec, il était sur TPMP avant, à faire des blagues sur la télé-réalité. Tu sais que le pire, c'est que s'il se présentait, il y a moyen, hein. Bien sûr. Moi, je suis Les gens. persuadé qu'avec l'état de zombification actuel du peuple français, Hanouna deviendrait président sans problème. Moi, j'en suis persuadé. Sans problème, ça m'étonnerait. Parce que je peux Alors, te dire qu'au bout d'une semaine de campagne, Hakrabé, avec des mecs comme nous dans les pattes, il a envie de sauter par la fenêtre, je te le dis. Parce que nous, on va pas te lâcher. On va faire comprendre à tout le monde, mon pote, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, enfin, bon. Retourne dans ta chaîne télé, frère. Calme-toi. je suis d'accord, mais je préfère tout dépend Hanouna évidemment que des soutiens qu'il aurait. Ouais, franchement, déjà, avec Hanouna, déjà, t'es sûr de te réveiller chaque matin, le mec, il est prêt à te pondre une vanne, un père. Ah, la France, tu vois, tu sais, genre des cris. Idiocratie, c'est le film Oui, Idiocratie, en fait. Idiocratie. Tout Ouais, à l'heure, on nous l'a mis, tiens, allez, Célia, Ouais. si. Merci, on serait mort de rire, je te jure. Idiocratie. Vous Mais, savez, Idiocratie, le film avec le fameux siège qui fait coca, chiottes, distributeur de Ouais, pépites, si, t'inquiète le pas, on film. l'a tous en tête. Ouais. Voilà. plus Et tu te plus rappelles sérieusement, tu te rappelles de la gueule du président dans Idiocratie? Ouais. Extraordinaire. Il est en tenue hawaïenne, c'est extraordinaire. Hanouna, oui, ça pourrait être du même. Bah, Zelensky, je trouve que ça va dans cet acabit-là. Bien sûr, il y a quelque chose. surtout quand tu Il est censé être le chef d'État, il est censé être le chef de l'état-major ukrainien, militaire ukrainien, et le mec, il fait des clips à talons aiguilles. Est-ce que je voudrais que les Ukrainiens se rendent compte de minutes? L'état-major, il ne connaît rien, c'est clair. Mais lui, par contre, quand tu parlais, par exemple, de sa condition et du fait qu'ils aient fait état de sa condition de juif et que ça ne pouvait pas faire de lui donc un nazi et proche de cette idéologie, ça démontre aussi, quand on prend un peu le recul, que après Maïdan, après comment dire, la conclusion des accords de Minsk et de la reconnaissance de l'autonomie, qu'il fallait mettre en application tout ça, qu'il y avait encore des textes à rédiger en Ukraine, mais bon, que ça n'a pas été fait. La France ni l'Allemagne n'a fait son boulot. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu encore les 8 ans de guerre interne, parce que les gens qui étaient impliqués dans le fait de faire respecter les traités de Minsk, bah, n'ont pas joué leur rôle jusqu'au bout. Ouais. Donc là, tu vois que, bon, c'est là que tu vois aussi que quand en Russie, on te dit, mais nous avons des partenaires qui ne sont pas fiables. Soit ils nous mentent, ou soit ils viennent nous parler avec une arrogance. Et nous, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'où elle leur vient, cette arrogance? Pourquoi ils estiment que tout leur appartient, tout leur est dû, tout ce qu'ils choisissent être bien, bah, c'est la vérité absolue, et tout ce qui est mal, bah, faut creuser un trou et il faut enterrer ça, il ne faut plus en parler. Ben, Et donc, ça, Kamtar, c'est ce que disait Hugo Chavez. Hugo Chavez, quand il parlait de la position de Bush à l'ONU, quand il disait passer par là le diable aujourd'hui et qu'il a fait son signe de croix, il disait une chose importante, il disait Monsieur Bush s'est présenté comme étant le propriétaire du monde. Ouais, c'est ça, un moment historique d'ailleurs. Dommage qu'on l'a pas sous la main, je l'aurais mis direct. Le propriétaire du monde, ben, c'est exactement ça. Il se trouve tout le propriétaire du monde. Et ça rappelle l'idéologie de la communauté de Lumière. Et comme il y a eu des crimes de guerre qui ont été perpétrés au nom d'une idéologie nazie durant cette période, donc qui va de la révolution de Maïdan et aussi donc les crimes que tu as parlé là avec la préfecture qui avait été incendiée avec les gens dedans. La maison des syndicats plutôt. Voilà, la maison des syndicats. Donc il y a des preuves, c'est documenté, le gouvernement russe détient des preuves et ils savent que s'ils mettent la main sur les gens là, ils pourront même leur faire des procès
des trucs publics. Donc, eux, ils sont sûrs de leur truc. D'ailleurs, je crois que ça faisait partie des objectifs. C'était serrer les criminels Voilà. de Et guerre. comme en fait, ils savaient que de toute façon, ils étaient cuits, ils ont joué le va-tout, si tu veux, un petit peu en avance. C'est-à-dire ils ont dit comment on pourrait, au niveau du narratif, parce que tout ça, tu as bien compris que lui, c'est qu'un personnage. Je vais même jusqu'à croire que lui, il croit qu'il est en train de tourner un film, ça se trouve, le mec. Tu vois, il doit être sous poudre ou sous truc et tout. Il lui dit, t'inquiète pas, il y a les costumes et tout. Il y a eux, c'est des acteurs, t'inquiète pas et tout. Ça se trouve, il croit que c'est un film et truc. Tu vois. Donc, mais bon, là, je déconne un peu. Mais pour revenir plus sérieusement, je pense que eux-mêmes, donc les soutiens de Européens, bah, surtout les plus importants, les Américains derrière, l'OTAN, tout le clan Biden, etc., eux aussi, ils avaient conscience de ces données-là. Et donc, ils ont cherché le moyen, en avance, comment dire, de garder la face, c'est comme ça on dit, hein, Ouais. de sauver les apparences, et donc de mettre Zelensky président. Et ils ont même fait une série avant qu'il y ait les élections. Ils ont fait une série, la série, ça s'appelle Le Président. Et c'est qui le rôle principal dedans? C'est Zelensky. Tu vois, en tant que président, un peu un truc comique et tout, mais bon. Attention, on pourrait être traité de complotiste, là. Mais non, mais on voit bien que de toute façon, c'est pas à nous qui vont la faire. Comme je t'ai dit encore une fois, avec les 28 personnes qui sont là, on sait très bien que la méthode médiatique, narrative, a un impact sur les masses. Donc voilà, c'est surpuissant. Nous, on ne va pas se raconter des conneries. Mais... Alors, je ne savais pas que c'était une série. Moi, je croyais que c'était un film, tu vois. Mais c'est une série. Tu fais bien. C'est une série c'est plusieurs saisons. Je ne sais pas combien il y a des dizaines d'épisodes. Il me semble qu'à un moment donné, est-ce que c'est cette série ou c'est dans un film, il incarne un président qui à un moment donné, tire sur les parlementaires ou le reste du gouvernement parce que c'est des corrompus. Ça, peut-être, c'était dans des sketchs ou peut-être peut-être c'était dans des sketchs ou peut-être c'est dans la série parce que personnellement. Il tire au Uzi d'ailleurs, fabrication israélienne. Personnellement, je n'ai pas regardé. Mais bon, comme tu avais, comment dire, depuis le fil du départ de toutes ces explications et qu'on voit qu'il y a des fortes connexions avec beaucoup de personnes qui se revendiquent de la communauté juive ou qui, dans les faits, ont participé à des organisations juives internationales. Apparemment, tu vois, on a et qu'il y a ce rapprochement qui est fait avec le nazisme. Je te dis, moi, on sait très bien que Zelensky, autant que Macron, n'est que le valet servile d'une oligarchie que tu as très bien décrite en partie, je dirais, dans la première partie de l'émission. Ouais. Alors, Abdel Moueb nous dit que c'est bien dans la série. Hein. Donc, qu'il y a cette scène-là. Eh ben voilà, tu vois. Ok. Bon, du coup, on en était où? Alors, on en était en fait et maintenant, c'est l'effet de justice. Parce que là, il quitte le gouvernement en 2019. Maintenant, il faut savoir ce qui devient après Poroshenko. Ouais. Poroshenko, en fait, le Bureau national des enquêtes ouvre en août 2019, donc après sa chute, une enquête à son encontre, le soupçonnant d'avoir voyagé sous un faux nom aux Maldives en janvier 2018, alors qu'il était encore président. En janvier 2018, il va aux Maldives et il cache son nom. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors qu'il était président, le mec. C'est comme si je te disais que Macron partait aux Maldives ou aux Bahamas sous un faux nom. Ah, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Macron, il y avait sa garde rapprochée, Benalla, qui apparemment voyageait avec des faux noms aussi. Des passeports. C'est donc quelque chose de très courant dans le milieu oligarchique occidental, quoi, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc en décembre suivant, l'institution ordonne la perquisition de ces locaux dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Fraude fiscale au sujet de la vente d'une usine. Ça nous rappelle quelque chose en France, la vente d'une usine. Ouais. Ainsi que d'une enquête entourant la disparition supposée de documents secrets à la suite de son départ de la présidence. Monsieur Poroshenko, que cachiez-vous à votre départ? Ça aurait été intéressant de lui poser la question. Donc, au cours de l'année 2020, donc 2 ans après, il est au total cité dans 15 enquêtes différentes, 15 ouvertes depuis sa défaite à l'élection présidentielle, où il aurait carrément nominé des juges à la Cour suprême
de nomination illégale de juge. C'est magnifique, ça. Ouais, c'est délirant. Donc voilà. C'est délirant. C'est On délirant. l'accuse de trahison pour les accords de Minsk, alors que clairement, il était vraiment pas pro-russe dans les accords de Minsk. On s'est un peu quand même tiré par les cheveux, tout ça. Bah, en fait, si tu veux, c'est parce que c'est lui qui les a signés. Et que Oui, les mecs du Pravi Sector et tous les fous là, de Kiev étaient dégoûtés de devoir signer ça. Et donc, du coup, ils se sont dit, a posteriori, on va pour les rendre caducs de fait, on va les considérer comme un acte de trahison de la part de Poroshenko qui les a signés. Tu vois? oui, de ce point de vue-là, oui. Alors, ensuite, en juin 2020, Petro Poroshenko voit le parquet général requérir son placement en détention dans le cadre d'une enquête pour abus de pouvoir lors de la nomination en 2018 d'un adjoint au dirigeant du service de sécurité d'Ukraine. C'est-à-dire qu'il se servait des services de renseignement pour les arroser, en fait, et les placer dans des positions de pouvoir. C'est bien, c'est très bien ça. Mais c'est toujours la démocratie de lumière. Donc là, on arrive à la conclusion de Poroshenko. Euh, donc il termine le 17 janvier 2022. J'ai voulu la mettre cette phrase parce que c'est tout récent. Alors qu'il rentre d'un séjour en Union européenne, évidemment que c'est son nouveau paradis, son passeport est confisqué au poste frontière à l'aéroport de Kiev où se réunissent également des agents du bureau enquête de l'État. Le document lui est finalement restitué un quart d'heure plus tard. Bon, c'est peut-être symbolique. Bizarre comme histoire. Mais tu vois, jusqu'au bout, lui. Hein, jusqu'au bout. Ouais. Donc, j'ai mis en conclusion quand même que Petro Poroshenko est bien présent au rassemblement annuel tous les ans à la Yalta européenne stratégique. Là, je reprécise pour nos auditeurs qui voudraient avoir le document. Je précise que ces documents-là, en fait, vous pouvez les avoir. Hein. On les met déjà sur notre Telegram, sur le Telegram du service public libre. On peut le remettre encore une fois. Hein. Ce n'est pas un souci pour que les gens puissent l'avoir entre les mains. Ça fait partie de la valise d'arguments que vous pouvez avoir face aux contradicteurs actuellement et aux Ukrainiens totalement zombifiés. Donc voilà, on rappelle quand même qui sont les amis de Poroshenko. Hein. C'est les Clinton, les Erdogan aussi. Erdogan qui fréquente chaque année la Yalta européenne stratégique. Voilà, hein, ça vous donne quand même ce que peut être Erdogan aussi. Le général Wesley Clark, Tony Blair, DSK, Bernard-Henri Lévy et beaucoup d'autres. Voilà. Alors mes sources pour cette présentation, mes sources, c'est Wikipédia, Le Figaro, La Tribune, Le Point et la Yalta européenne stratégique. Quoi de mieux que leurs propres sources, en fait. Hein. Voilà. Voilà pour Wilson. Merci beaucoup, Wilson. Maintenant, c'est l'heure des bonus, si vous le voulez bien. Ouais. Il y a toujours un petit bonus. Hein, on s'en fait un et puis on se garde les autres bonus pour la prochaine. Hein, bon, je regarderai le mafieux de lumière pour la prochaine fois, alors. Okay, mais je voulais parler d'Ivana Klimpush. Un nom très, très spécifique. Hein. Ivana Klimpush, en fait, elle est particulière parce que sous le gouvernement Poroshenko, elle a eu quelque chose, en fait, qui n'existe nulle part dans le monde. À ma connaissance, hein, sauf s'il y a d'autres pays de l'Est, comme la Pologne, peut-être, qui a peut-être à peu près ce même rôle. Alors, Ivana Klimpush, c'est qui? C'est la vice-première ministre d'Ukraine chargée de l'intégration européenne et de l'euro-atlantique. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un ministère en Ukraine qui s'appelle le ministère chargé de l'intégration européenne. Bon, ça peut être normal de leur point de vue, mais de l'euro-atlantisme. C'est comme si qu'en France, on avait un ministère chargé des relations spéciales avec l'intégration de l'atlantisme dans nos vies de tous les jours. Ça serait extraordinaire. Et là, les candidats, c'est pas ce qui manquerait, hein, vu le nombre de vallées serviles qu'on a en France. Et ben voilà, donc elle s'est occupée de ça. Et c'est pas n'importe qui, la Ivana Klimpush. Alors vous voyez bien hein, d'où j'ai pris comment dirais-je, les sources de cet article. C'est directement des ONG ukrainiennes. Voilà, Ukraine Analytica, qui est un cabinet de conseil. Alors je sais plus ce que c'est exactement, mais en tout cas voilà, c'est une source ukrainienne. Donc pourquoi je parle d'elle? Parce que elle a appartenu, elle a eu sa fonction en fait sous le Premier ministre Volodymyr Groysman. Groysman, j'en avais parlé tout à l'heure, hein, le représentant de Lumière, qui a été ministre et surtout l'inventeur de la pleurniche parlementaire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont collaboré ensemble.
Et elle a fait partie des dirigeants de la Yalta européenne stratégique, cette fameuse encore Yalta. Eh ben, elle, Victor Pinchuk, l'a chargée de diriger cette organisation. Victor Pinchuk n'étant que le fondateur. Et elle a été durant de nombreuses années la présidente de la Yalta européenne stratégique. Voilà. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est pour vous montrer encore une fois dans les bonus la connexion euro-atlantiste de cette classe politique totalement corrompue. Et la dernière, et là c'est ce qu'on avait fait montrer au début, rappelle-toi, elle est membre de la Open Ukraine Foundation. Tu te rappelles ce qu'on avait mis au début là? Ouais, On tout est à parlé fait. des trucs, elle en est membre. Voilà, donc tout se recoupe. La copie ukrainienne de l'Open Society sorosienne. C'est ça, exactement. Voilà, donc encore un valet servile que je viens de vous montrer, au féminin cette fois-ci, Ivana Klimpush, passionnée par les questions de l'atlantisme, et donc voilà, qui a fait partie également du gouvernement sous Groisman en tant que Premier ministre et sous Poroshenko en tant que président. Donc c'est magnifique hein, finalement la présidence Poroshenko. Ça nous donne tous ces hurluberlus là. Voilà. Donc tous ceux qui voulaient des preuves de l'influence américaine en Ukraine, parce que j'ai encore entendu, Redouane, figure-toi, hein, autour de moi, des gens qui me disaient mais non, c'est pas vrai, ça c'est issu de la propagande russe, Maïdan c'est quand même quelque chose d'indépendant, ce sont quand même des étudiants pour lever contre l'injustice, quoi. J'entends encore ça, figure-toi, mais oui. Où est-ce que tu entends ça, au boulot? Mais, un peu partout, mais j'entends encore ça. Je me dis c'est pas possible d'être présente dans une nation aussi zombifiée que la France. Non, c'est grave. C'est pas croyable de penser encore ça, quoi. Des gens pensent que Maïdan, c'est quelque chose d'honnête et de sincère. C'est beau d'entendre ça. C'est de la folie. C'est complètement dingue. Donc voilà, c'était le petit bonus du soir. Ivana Klimpush, Tsinsadze. Je te remercie. Merci beaucoup pour ce long exposé. Enfin, c'est pas qu'un exposé d'ailleurs, finalement. C'était un échange entre nous. On remercie aussi Kamtar pour ses interventions vivantes qui permettent de respirer un petit peu dans tout ça. Mais ouais, c'est intense et en effet, on a l'impression que en fait, on est juste en train de gratter le sommet de l'iceberg là. Et que c'est vraiment gigantesque le niveau de corruption et de mainmise washingtonienne sur les gouvernements successifs là, depuis Maïdan à Kiev, et on espère que c'est la fin et qu'il va y avoir un régime change et que les Ukrainiens vont pouvoir se libérer de cet atlantisme et et de cette terrible emprise otanesque, quoi. C'est ça, puis il faut penser surtout au Donbass. Il ne faudrait pas que les 14 000 martyrs du Donbass soient morts pour rien. Et que finalement, les russophones du Donbass puissent se libérer enfin, en plus sous quelque chose une sorte de démocratie un peu originale que sont les républiques de Lugansk et de Donetsk. Ça peut donner quelque chose peut-être qui convient aux Ukrainiens de là-bas, en tout cas aux russophones. Et puis ne plus voir la junte de Kiev, le régime kievien, c'est vrai qu'on l'attend tous. Hein. Alors évidemment, on aura toute la pleurniche occidentale gauchiste qui va nous dire que ça y est, c'est sous le joug des Russes, ils vont nous inventer des false flags, ils vont nous dire que Poutine maltraite la population ukrainienne, qu'il va mettre des girouettes au pouvoir. Bon, ça, il faut s'attendre au narratif occidental, mais en tout cas pour les Ukrainiens, c'est une libération. C'est clair, c'est indéniable. C'est une libération. C'est clair et net. Ouais, non, c'est sûr. D'ailleurs, par rapport à notre soutien au Donbass, il est plus qu'affiché puisque nous avons le ruban de Saint-Georges à droite de notre logo, et ça jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime à Kiev. On ne l'enlèvera pas avant. Voilà. Ah non, de toute façon, il faudra même le garder tout le temps. Hein. C'est en souvenir justement de cette arnaque de kievienne qu'on décrit depuis la première émission. Alors, je tiens à prévenir nos auditeurs, on va vous faire une série au moins de 6 ou 7 émissions, parce que comme tu le dis, on n'a fait qu'introduire le sujet. Est-ce que tu te rends compte? Non, mais c'est pour ça, enfin, tu vois, quand je vois le format de l'émission, là, je m'adresse aussi aux gens qui nous suivent. Je vois que, bon, déjà, il est passé minuit, on approche 1h du matin, et qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui nous ont quittés.
J'espère que ils pourront, ceux qui nous ont quittés en cours de route pourront nous regarder en rediffusion. Mais ce que je me dis, c'est que Wilson, ce que je te propose de faire, c'est même de découper celle-ci quand je vais la réuploader. De la découper en 2 ou 3 parties en fonction de ce que je peux faire, quoi. Pour que ça soit digeste, parce que 3h20, c'est compliqué, quoi. Faut les renommer. Il faut renommer la partie Poroshenko, la partie Jaresko. Ça peut être ça qui peut être intéressant. Et les parties échanges entre nous. Mais enfin bon, voilà, on va vous faciliter les choses, les amis, pour que vous puissiez prendre connaissance de ce petit travail qui a été fait d'une manière plus paisible et plus tranquille, avec des pauses, quoi, avec des parties bien numérotées. On va essayer de faire ça. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose, Wilson ? Oui, la conclusion de cette émission, c'est qu'en fait, l'Ukraine est le paradis des think tanks. Soros te décrit comme un paradis démocratique. Moi, je l'ai décrit comme un paradis atlantiste. De think tanks, de réseaux de pouvoir et d'influence. Il n'y a absolument rien de démocratique dans ce pays. Et franchement, je me mets à la place de la population ukrainienne, pas celle inventée ou fantasmée par l'Occident, mais l'Ukraine qui vit réellement cette situation sur place, quoi. Et je me dis, comment dirais-je, ouais, voilà, c'est bien que tu termines par ça, j'avais oublié. En fait, j'ai oublié pas mal de documents dans cette... mais on peut pas tout montrer. On reviendra sur les documents qu'on n'a pas montrés lors de la prochaine, si tu le veux bien, Wilson. J'aime bien en tout cas qu'on finisse comme ça. Zelensky, le nouveau Ben Gourion. Alors, comparé à Ben Gourion, quand même, faut pas déconner, parce que Ben Gourion, quand bien même c'était un ennemi de l'humanité et notre ennemi, mais quand même, il avait au moins, si tu veux, la prestance d'un homme des années 50. Alors que Zelensky, c'est pas un Ben Gourion. Zelensky, c'est Hanouna. Clairement, c'est Hanouna. Enfin, tu vois bien que... de souris, là. Ouais, tu vois bien que Jacques Bénilouche, là au-dessus, là, il est dans le fantasme, le mec. Ben Gourion, comparer Zelensky à Ben Gourion, mais c'est une blague. Non, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il pense. S'il dit le nouveau Ben Gourion, c'est le premier qui a attaqué la Palestine. Ouais. Ben là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine, c'est quoi? C'est le nouveau Israël, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Bravo, t'as tout compris. En fait, quand Soros dit que c'est un paradis, l'Ukraine, c'est le paradis israélien. Non, mais moi, ce que je vois, c'est que surtout, ça s'arrête jamais, les mecs. Parce que je vois là, t'es parti jusqu'à la fin des temps avec eux. Non, mais en vérité. Take a break. This is 1 hour of the new day. This is les émissions vont aller jusqu'au messianisme. Il est presque 1 heure, il a raison. Pour conclure, tu voulais donc. Je t'aime, Wilson. Pour conclure, tu voulais donc dire que l'Ukraine est le paradis des think tanks. C'est le paradis en fait aussi. Le paradis des think tanks, le paradis Israël. Le deuxième Israël, c'est en gros, Dnipro, c'est le deuxième Tel Aviv, voire la deuxième Jérusalem ou la Jérusalem d'Europe. On peut conclure également que l'Ukraine est le paradis de la corruption et qu'on n'a jamais vu un tel degré de corruption en Europe, à moins de parler du cas de la Moldavie ou de la Transnistrie, ou que sais-je, et encore. Mais non, voilà, on va conclure ça. Et on vous dit, chers amis, la prochaine émission, on parlera de l'influence extérieure, cette fois-ci à l'Ukraine. Donc là, on parlera des Américains, des Européens, de Bernard-Henri Lévy, etc. Donc on va bien structurer l'émission. Et écoutez, moi, j'invite vraiment tous les auditeurs, faites aussi également vos recherches. Approfondissez tout ce qui est dit là. Sachant que nous ne sommes pas des intellectuels, nous ne sommes pas des spécialistes, on est simplement des activistes de terrain qui faisons un petit travail, on va dire, de recherche et de recensement des informations. Et après, c'est à vous de faire votre propre avis et de faire vos propres recherches, bien entendu. Voilà. Il y a Catherine Collot qui nous dit compliment. Merci beaucoup, Catherine, c'est gentil d'être restée jusqu'à la fin et de nous féliciter. On fait du mieux qu'on peut. Voilà, soyez pas modeste, allez. Non, mais en plus de ça, ça part un petit peu dans tous les sens à certains moments, tu vois. Mais ça a le mérite d'être vivant, en tout cas, on espère.
On espère que ça vous a plu. Et sinon, Wilson, si tu n'as plus rien à rajouter, je voudrais revenir sur un homme français, un homme absolument brillant, un virtuose au piano qui aurait eu 53 ans aujourd'hui, qui s'appelait Stéphane Blais, qui était un proche de nos milieux et qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Ça date, il me semble, du 7 janvier 2022. Il est décédé en Suisse. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de son décès, ça c'est encore autre chose. Mais je sais que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé un certain nombre de choses passer sur Twitter, dont notre ami sur Manu du Réveil des Moutons, qui a fait une petite dédicace pour Stéphane Blais, pour son anniversaire, en fait, un hommage. Et je pense que ça serait bien qu'on finisse sur pas une composition de Stéphane Blais, mais une reprise d'un homme qui s'appelle Erik Satie, qui a vécu qui était compositeur au début du siècle, il me semble, et qui pas au début du siècle, je dis une bêtise. Faut aller voir Erik Satie, mais qui a vécu une grande partie de sa vie à Arcueil et qui est inhumé là-bas. Donc nous on est du 94, enfin moi, Camtar et moi, et donc Arcueil c'est juste à côté de chez nous. C'est un compositeur absolument brillant, Erik Satie, et ce que je proposais pour la fin, c'est de mettre simplement Stéphane Blais au piano jouant Erik Satie. Ça marche. Bah, salutations à tous les auditeurs, salutations à mes camarades du SPL Redouane et Camtar. Et puis, chers amis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci, Wilson.